Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Et je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet qui est passablement démodée. Tout ça s'est fait de manière pas forcément très cohérente, ni forcément très correcte au plan technique, si bien qu'on a, on pourrait dire, une espèce de cacophonie de moyens de sécurisation, de moyens de personnalisation, des moyens de protection, etc., qui sont propres à chaque application, à peu près. Donc c'est pas une bonne voie dans la mesure où ça ne peut que devenir de plus en plus complexe. Vous savez, plus c'est complexe, plus il y a d'erreurs. Et par ailleurs, ça rend les communications difficiles. Par exemple, entre Facebook, entre Twitter, entre Amazon, entre Google, entre Apple, tout ça, il y a des murs. Il y a des murs qui sont en fait construits délibérément par les différents fournisseurs de services, parce qu'ils tiennent à rendre leur clientèle captive, bien sûr. Mais si on avait des services de base dans l'Internet, dans l'architecture nouvelle que l'on prépare, eh bien, il n'aurait pas besoin d'inventer tous ces murs. Dans le chapitre qu'on appelle la gouvernance de l'Internet, c'est un terme assez flou, ça veut dire quels sont les gens qui ont le pouvoir là-dedans. Le pouvoir, il n'appartient pas aux utilisateurs à l'heure actuelle. Il appartient très largement aux multinationales et en partie à certains gouvernements. Quand je dis certains gouvernements, ça veut dire que c'est plutôt ceux qui sont autoritaires. Mais l'Europe n'est pas très autoritaire, donc ça appartient surtout au lobby, quoi. Il faut, je pense, se défendre. Tous ces outils de communication sont extrêmement intrusifs maintenant, donc il faut apprendre à se défendre. Et si on veut avoir une vie privée, il faut d'abord étudier, apprendre un certain nombre de moyens de la protéger. Et la plupart du temps, ces moyens, on ne les connaît pas très bien aujourd'hui parce que comment fonctionne l'Internet, comment fonctionnent les différents services que vous utilisez, quelle dose de protection il y a là-dedans, tout ça c'est très largement vaseux, disons, et en tout cas assez incontrôlable. Mais c'est sûr que l'étau se resserre de plus en plus, parce que tous ces trusts internationaux échangent toutes leurs données, et ils ont des systèmes de plus en plus perfectionnés pour faire les approximations nécessaires pour découvrir les relations entre les personnes et ce qu'elles font. Alors ça, c'est je pense, un des grands problèmes qui va se poser à la société un peu trop tard, parce que quand la société va découvrir qu'elle est surveillée en permanence, elle va s'apercevoir qu'elle aurait pu s'y prendre 10 ou 15 ans plus tôt pour contrer cette tendance. La technologie Internet va forcément disparaître un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'on aura à la place? Je n'en sais rien. Mais il y aura probablement des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués, performants, éventuellement dangereux, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on n'a pas encore prouvé que la radio était dangereuse, mais il y a des gens qui le pensent, je ne sais pas. Donc déjà, de ce point de vue-là, il faut savoir que tout meurt et la technologie actuelle va mourir. Mais d'un autre côté, c'est intéressant, parce que ça donne du travail au cerveau, justement. Je dirais que l'Internet, pris dans son ensemble, parce que là, je trouve que l'Internet, ça veut dire un peu n'importe quoi. Mais disons, l'Internet, que ce soit le système de communication, que ce soit les applications, c'est un domaine dans lequel il y a en permanence des nouveautés. Donc pour des gens qui sont jeunes et qui sont curieux et qui ont envie de faire quelque chose d'intéressant dans leur vie, on pourrait dire qu'il y a en permanence un endroit, une partie du domaine où il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc ils peuvent se lancer là-dedans, ils ne seront pas déçus. Quand on me demande qu'est-ce qui m'a donné l'idée, moi je réponds toujours, mais pour un informaticien c'était évident. Ça n'était peut-être pas pour un télécommunicant, mais c'est le genre de choses qui à un certain moment doit apparaître. Alors que ça apparaisse 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard, c'est un coup de chance. Il se trouve que à un certain moment, l'idée apparaît dans la tête de certaines personnes, et ça peut marcher, mais elle pouvait apparaître plus tôt, trop tôt, ou plus tard, trop tard, et dans des conditions qui ne permettaient pas de les réaliser. Donc finalement, c'est un peu un coup de chance tout ça. Mais je pense que
c'est toujours intéressant de reconnaître ceux qui étaient là au bon moment, quoi.